prennent, c'est des espaces qui prennent la forme de séjours où on cherche à politiser l'intime et à comprendre qu'est-ce qu'on vit en tant que personne minorisée dans la société, où on se partage des outils et on se donne de la force. Et de l'autre côté, on donne aussi des formations sur les oppressions systémiques, sur toutes les oppressions ou bien sur des oppressions en particulier, où on accompagne notamment des collectifs à se questionner et à s'outiller sur ces questions. Voilà pour moi et je te passe la parole, Thomas. Merci. Donc, je suis Thomas Gérard, je suis à Nantes. J'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle Mindful Intelligence. Je fais aussi du coaching. Et je suis un homme blanc, homosexuel, neuroatypique, avec un handicap invisible. Je suis issu de la classe moyenne. J'ai fait des études longues et je suis trilingue. Je me suis intéressé aux questions de genre, notamment parce que je me suis rendu compte à un moment donné que l'homophobie étant une forme de sexisme, ben, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à tout ce qui était sexisme et questions de genre. Et je suis également fresqueur de la diversité au-delà de mes activités de coaching et de formation à la facilitation. J'ai parlé. Yes. J'ai lancé l'enregistrement en plein milieu, désolé Tina. En fait, je crois qu'on l'avait pas lancé. Du coup, pour l'enregistrement, moi c'est Johan, je fais partie de l'Université du Nou, et sur la slide, il y a tous mes privilèges, donc je reviens pas dessus, mais voilà en gros. Euh, pour commencer, j'avais envie de vous poser une question. Il y a plein de questions qui, pour moi, symbolisent un peu la société patriarcale telle qu'elle est. Et une qui me touche particulièrement, c'est lors de réunions de travail. Si l'égalité du temps de parole est à 100%, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui parlent, on reste sur un point de vue binaire, hein. Donc, quel est le pourcentage de parole des femmes en fonction des hommes? Je veux bien que vous mettez le chiffre que vous imaginez dans le chat. Et en gros, 100% équivaut à une égalité du temps de parole. Et 0%, ça veut dire que les hommes parlent tout seuls. Donc selon vous, quel est le pourcentage de parole des femmes en fonction des hommes? C'est une étude qui a été menée par Brigham Young University et je crois Stanford en 2012. Dans quelle réunion, c'est pas précisé. C'est dans des réunions que eux, ils ont suivies. Je laisse quelques secondes encore. Alors, je sais pas si vous êtes pessimiste ou les slides seront partagés après le webinaire. Et le replay aussi. Vous êtes pessimiste. Alors, je sais pas si vous êtes pessimiste parce que on pense à l'inverse, mais en vrai, on est à 75%. C'est-à-dire que les femmes prennent, enfin, comment dire, les femmes ont un quart de parole en moins que les hommes, en gros. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est pas très parlant, mais j'arrivais pas à le formuler différemment. Dans ce même sens, on avait la journaliste Naël Chiab qui, dans l'actualité, a mesuré les temps de parole dans l'Assemblée nationale. Et les hommes parlent 33% de plus, et leurs temps de parole sont plus longs de 40% par rapport aux femmes, par exemple. Après, il y a pas mal d'études qui montrent que les hommes interrompent 96% des discussions par rapport aux femmes. Et il y a un truc intéressant aussi que j'ai envie de partager, c'est que quand on demande aux personnes quelles sont leur estimation du temps de parole, est-ce qu'il est respecté ou pas, et généralement, quand les femmes parlent 25% du temps de parole, on dit elles monopolisé le temps de parole. Et non, c'est l'inverse. Non, quand elles parlent 25% de moins que les hommes, on dit qu'il y a l'égalité de temps de parole. Et quand elles parlent 25 à 50% de moins que les hommes, on dit qu'elles ont monopolisé la parole. Voilà, en gros, c'est des choses que les études, elles sont en lien dans le slide, hein. Et après, je vous invite à aller lire une brochure de Corinne Monet qui parle de répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation, pour voir un peu l'ampleur de ce sujet-là. Il y aurait plein d'autres études à montrer sur les violences sexistes et sexuelles, sur le harcèlement au travail, sur le pouvoir, les femmes et les hommes. Mais j'ai choisi de montrer que ça là. Et si vous avez envie d'avoir plus d'infos, je peux aussi vous en donner avec des études et des chiffres. Euh,
Je voulais partager aussi quelque chose. Thomas et moi, on fait de la fresque de la diversité. On est animateur de la fresque de la diversité. Du coup, nous, ce qu'on voit dans cette fresque, en gros, c'est que le cerveau reçoit des millions d'informations, donc c'est naturel de catégoriser. Et c'est cette catégorisation avec nos biais cognitifs qui nous amène à avoir des stéréotypes et des préjugés qui peuvent nous amener à avoir des paroles sexistes, racistes et aussi discriminer les gens. Donc discriminer, c'est quelque chose de particulier aux yeux de la loi, hein. Mais on peut avoir deux types de discrimination, non intentionnelle, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte, et intentionnelle, on s'en rend compte et on peut vite le voir. Du coup, le but, c'est pas de dire qu'on est méchant, on sait pas bien faire, c'est qu'en fait, depuis des siècles et des siècles, on va dire que c'était pas visible, ces choses-là, ça ne posait pas tant de soucis que ça, on va dire, à la majorité de la population. Aujourd'hui, le féminisme met en avant que, en fait, ça pose un souci et que, il pointe vraiment du doigt, elle, il pointe vraiment du doigt, que c'est plus possible et qu'en fait, on a plein d'enjeux autour de ça. Et que nous, enfin moi en tout cas en tant que posture d'allié, c'est d'arriver à voir tout ça, en tout cas à prendre conscience de ça et de savoir qu'est-ce que je peux en faire à mon niveau. Et là, notre niveau aujourd'hui, c'est plutôt dans la facilitation, l'animation de groupe et la gouvernance partagée. Voilà, est-ce que Thomas ou Tina, vous voulez rajouter une chose avant d'aller sur ce que toi, Tina, t'as à dire? Yes. Oui, après, il y a ces questions-là que je me suis posées en travaillant ce webinaire. Donc, en gouvernance partagée, on parle de souveraineté, mais est-ce qu'on est vraiment tous égaux dans notre souveraineté? Comment on se répartit le pouvoir, en fait, dans un système patriarcal? En gros, comment on fait en sorte que les femmes prennent du pouvoir? Comment on répartit mieux la parole? On constate que les hommes parlent moins, mais parlent plus, pardon, mais est-ce que ça veut dire que les femmes sont moins pertinentes? Bon, personnellement, je crois pas ça. Mais du coup, ça veut dire quoi, en fait? Pourquoi on continue à fonctionner comme ça? Quels espaces on peut utiliser pour partager nos expériences? Fait écho à les espaces de non-mixité ou de mixité choisie. Quelle place donner aux émotions? Quel type de leadership nous voulons incarner? Quel type de posture nous voulons incarner? On dit souvent que le leadership, ça va être masculin, même si j'aime pas cet attribut, ça peut être yang aussi. Mais est-ce que c'est ça qui nous paraît essentiel en posture de leadership qu'on veut incarner dans le futur? Euh, Comment prendre en compte les contraintes liées le fait d'être une femme et comment on regarde les oppressions tout en prenant soin de toutes et tous. Donc c'est un peu ces questions-là que nous à l'UDN on se pose et qu'en fait on va essayer de commencer à esquisser avec le partage de Tina, Thomas et moi-même. Et puis avant d'y aller, en gros j'ai récupéré le guide de la participation en faveur de l'égalité de genre, qui est un super guide sur la participation citoyenne et le genre, qui en fait a écrit des fiches pratiques pour justement faire en sorte que les participations de genre ne soient pas patriarcales et pour les hommes par les hommes. Donc il y a plusieurs fiches qui ont été produites pour donner des informations et des postures et des pratiques. Donc dans ce qu'on va dire, en fait, Tina, elle va plutôt faire référence, enfin pas faire référence, mais en tout cas parler d'espace pour toutes et tous et comment exclure pour inclure. Ensuite, Thomas, il va plutôt parler d'un jeu de posture sur de l'animateur, de l'animatrice pour des participations égalitaires et l'usage des mots et des images. Et moi, je vais être plutôt sur les prises de parole, grosso modo, hein. Voilà. Merci, Elise, pour les partages. Vas-y, Tina, je te laisse la main. Merci beaucoup. Moi, je voulais commencer cette présentation en vous parlant de pourquoi c'est important pour moi, et tu peux passer à la slide suivante, Yoann. Pourquoi c'est important pour moi de parler des questions de genre et du soin? Parce que pour moi, tout d'abord, c'est une manière de permettre le bien-être et l'épanouissement en fait de chaque personne au sein d'un groupe. Et ça contribue aussi à préserver nos forces, notamment dans les collectifs, dans les milieux militants, dans les différentes organisations. Si chacun se sent bien, on a plus tendance à vouloir rester à un endroit que si on est inconfortable. Pour moi, ça permet aussi de construire et d'incarner des nouveaux mondes, d'autres manières d'interagir que les rapports hiérarchiques hommes-femmes qu'on peut vivre ou être témoin au sein de notre société. Et enfin, la dernière chose, c'est que pour moi, en fait, aborder ces questions aujourd'hui, ça permet de désamorcer le continuum des violences. Alors, le continuum des violences, c'est quoi? Ce serait partir du principe que les violences s'étendent sur un spectre. Par exemple, d'un côté, tout à l'heure, on parlait des prises de parole. Bah, une des violences, ça peut être
les hommes qui coupent tout le temps la parole aux femmes, qui reformulent en permanence ce qu'elles viennent de dire ou juste qui n'écoutent pas ce qui vient d'être entendu. Et de l'autre côté du spectre, il peut y avoir les violences sexuelles ou les féminicides. Et du coup, les violences vont s'étendre entre ce spectre qui est très très large avec tout ce qui va être les violences, de la blague sexiste aux violences physiques, économiques, administratives par exemple. Et là, je vous ai mis un exemple sur la slide, c'est le violentomètre qui permet de savoir si quand je suis dans une relation amoureuse, est-ce qu'elle est saine ou pas. Et du coup, tout ce qui est en vert, c'est que c'est OK. Et à droite, ça va être je suis en danger. Et donc, il y a plein de violentomètres qu'on peut mettre euh, au comment je me sens au sein d'un collectif, par exemple. Donc, voilà pourquoi c'est important pour moi. Je voulais faire aussi un petit aparté, c'est que souvent, quand on parle des questions de genre, pour aller plus vite, je vais avoir tendance à dire les hommes, les femmes. Je vais aussi parler de minorités de genre, donc c'est-à-dire des personnes qui sont considérées comme des minorités, même si elles ne le sont pas, puisque les femmes représentent quand même la moitié de l'humanité, pour rappel. Et je vais aussi parler des personnes trans, des personnes non-binaires, intersexes, qui sont considérées comme des minorités de genre. Euh, et quand on parle des femmes, évidemment, toutes les femmes ne vivent pas les mêmes discriminations en fonction de leur âge, de leur couleur de peau, de leur situation économique, leur milieu social, d'handicap, le fait d'être mère ou pas. Évidemment, être femme ne va pas vouloir dire la même chose, donc je voulais juste le rappeler ici avant de commencer. Dans un premier temps, je voulais vous parler de la posture d'allié. Donc, c'est quoi être un ou une alliée? Donc, c'est une personne qui ne subit pas une domination, mais qui s'engage à l'abolir. Donc, en fait, elle a conscience qu'il y a un écart. Par exemple, moi, je suis blanche, rien qu'avec le fait d'être blanche, je vais contribuer à un système raciste. Et du coup, je prends conscience de cette inégalité-là pour m'engager à abolir le racisme, par exemple, ou toute autre forme de discrimination. Donc sur la slide suivante, je vous ai préparé un petit à faire et à ne pas faire en tant qu'allié. Je me suis inspirée de l'article qui s'appelle 11 conseils pour être un ou une bonne alliée de l'association LALAB. C'est une association de femmes musulmanes qui milite contre l'islamophobie et le sexisme. Et elles ont écrit un article sur comment être un ou une bonne alliée et je vous ai un peu mis les choses à faire et à ne pas faire. Donc d'abord, dans les choses à faire, la toute première qui peut paraître assez simple, mais qui n'est pas tant au final, c'est apprendre à se taire et à écouter. Si je ne suis pas concernée en fait par une discrimination, je vous invite grandement à juste écouter les personnes qui sont concernées et à ne pas forcément ramener votre vécu ou ce que vous savez sur le sujet. Dans un second temps, ça va être de se renseigner. Aujourd'hui, il existe une quantité infinie de... J'ai l'impression qu'il y a une autre personne que moi qui a son micro ouvert. Si vous pouvez tous et toutes checker que vos micros sont bien fermés, ce serait chouette. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, il existe une multitude de ressources qui sont accessibles en ligne, des podcasts, des articles, des livres, des comptes Instagram, Facebook, etc. Aujourd'hui, c'est assez facile de retrouver de l'information et du coup, c'est chouette si les personnes qui ne sont pas concernées par une discrimination vont chercher de l'info par elles-mêmes plutôt que d'aller demander aux personnes concernées qui passent déjà une grande partie de leur temps à faire de la pédagogie alors qu'elles vivent elles-mêmes toutes ces discriminations. Et un autre élément, ça serait plutôt de dialoguer entre pairs, donc entre personnes qui ne sont pas concernées par les discriminations. Par exemple, voilà que si j'ai lu un livre, par exemple, sur le racisme, en tant que personne blanche, je vais pouvoir en parler avec des personnes de ma famille pour qu'on puisse s'éduquer entre pairs et qu'on ne fasse pas reposer cette charge sur des personnes racisées, par exemple. Et donc, vous pouvez calquer la même chose sur le sexisme. Et donc, ça demande d'accepter de se remettre en question. Tout ça. Et dans les choses à ne pas faire, donc, par exemple, donc monopoliser l'énergie et la force mentale d'une personne qui est concernée par une discrimination, c'est un peu ce que je disais, éviter de lui demander tout le temps de lui expliquer ce que c'est une discrimination.
ça va aussi éviter de hiérarchiser les oppressions. En fait, le racisme n'est pas pire que le sexisme, n'est pas pire que le validisme, ou n'est pas pire que l'homophobie. C'est des réalités et des vécus qui sont différents et qui vont toucher à des degrés différents aussi. Mais il n'y a pas de hiérarchisation, en tout cas de mon point de vue, à faire entre les différentes oppressions. Et aussi éviter de se servir d'une caution opprimée, donc c'est-à-dire le fameux j'ai un ami noir, ou alors j'ai une femme et des filles, pour justifier que je ne peux pas être sexiste puisque j'ai une femme. Ça ne marche pas non plus. En tout cas, ce n'est pas une garantie d'être une bonne alliée. Voilà pour la posture d'allié. Et le fait d'être un allié, c'est pas une identité, c'est pas un label qu'on arrive à avoir à un moment donné, c'est vraiment un processus qui est en construction permanente. Ça, c'était pour la posture d'allié. Et dans un deuxième temps, en fait, Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous parler de... Dans un deuxième temps, je voulais vous parler de ce qu'est être allié en tant que structure, parce que dans la première phase, c'était plutôt en tant qu'individu. Donc, en fait, en tant que structure, on va aussi pouvoir s'engager et être une structure alliée. La première chose à faire, ça peut être avoir des processus. J'imagine que c'est des choses que vous avez déjà entendues, avoir des processus d'entrée, de sortie, d'exclusion. Mais ça peut être aussi avoir des processus sur comment, en fait, on gère, par exemple, des comportements sexistes, racistes ou homophobes au sein d'une structure. Comment on gère des violences sexistes et sexuelles au sein d'une structure. Parce que c'est beaucoup plus facile, de mon point de vue, de réfléchir à ces questions-là avant qu'il y ait des problèmes, à froid, plutôt que de devoir réagir à chaud avec des personnes qui sont déjà potentiellement en danger. En tant que structure aussi, on peut faire appel à des personnes extérieures, que ce soit pour se former sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on a besoin de s'outiller, ou bien on peut faire appel à des personnes extérieures pour faciliter des temps, par exemple sur des grosses prises de décision, ou sur voilà, divers temps, on peut demander à quelqu'un d'extérieur qui va prendre cette charge d'avoir une attention sur les oppressions systémiques, par exemple sur les questions de genre. Et donc, on va pouvoir, en coopération toujours avec tous les membres de l'équipe, mais voilà, faire appel à quelqu'un qui aura un regard un peu plus neutre qu'une des personnes du groupe. Ensuite, une invitation à inclure dès la racine. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'organise une réunion, par exemple, et je veux qu'il y ait la parité, ou en tout cas le maximum de personnes de différents genres qui soient représentées, bah, ça va être dès la conception de penser, est-ce que l'horaire convient à, par exemple, des personnes qui ont des enfants, qui doivent aller chercher des enfants à l'école? Est-ce qu'il y a potentiellement un système de garde? Est-ce que le lieu est accessible? En fait, ça va être de penser en fait en amont des choses à mettre en place. Et le dernier point, c'était de lutter contre le productivisme, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a beaucoup tendance à valoriser le faire, et on va laisser inconsciemment ou consciemment beaucoup plus de place aux personnes qui en font le plus. Sauf qu'en fait, on n'est pas tous et toutes à égalité, parce que si j'ai, par exemple, une maladie ou un handicap qui m'empêche de faire beaucoup, ou une famille à m'occuper, des proches, etc., ben, peut-être que ça va être difficile d'avoir un certain engagement. Et est-ce que ça veut dire que pour autant mon avis va avoir moins de poids? Moi, ma croyance, c'est plutôt que pas. Voilà pour la posture d'allié. Ensuite, je vais passer à mon deuxième point, qui est la place de la mixité choisie. Donc, je vous expliquais au début de ma présentation qu'avec mon association Les Rayonnantes, on ouvre des espaces en mixité choisie. Donc là, je vous ai expliqué la différence, c'est que la non-mixité, que vous connaissez peut-être déjà, on se retrouve avec une identité qui est en dehors de la norme dominante. Donc, par exemple, entre femmes, alors que la mixité choisie, on va réunir plusieurs identités. Il y a souvent des critiques à cette notion de mixité choisie ou de non-mixité. Je l'ai mis sur la slide suivante. Souvent, c'est taxé de communautarisme ou d'exclusion. En fait, on exclut les hommes de cet espace. Enfin, en tout cas, ça suscite souvent beaucoup d'incompréhension et de diabolisation. Moi, en tout cas, je crois très fort au pouvoir de ces espaces, parce que le but, c'est pas d'exclure, mais c'est que aujourd'hui, on est un peu tous et toutes blessés par le patriarcat, en fait, et on a besoin de se guérir et de se reconstruire. Et pour moi, la mixité choisie, c'est un des outils qui va permettre cette reconstruction pour un meilleur vivre ensemble après. Et les avantages de la mixité choisie, ça va être de se retrouver entre pairs, entre personnes qui ont des vécus similaires, pour pouvoir les partager. C'est aussi un endroit pour se donner des conseils entre personnes concernées, et de lutter contre l'individualisme et contre l'isolement.
Parce que souvent, en tant que personne minorisée, on a l'habitude, on a appris en fait à s'adapter en permanence et à penser que c'est plutôt nous le problème ou c'est nous qui en rajoutons ou en fait que c'est pas si grave. Et en fait, en parlant entre pairs, et ben, on se rend compte que finalement, il y a des inconforts qui sont partagés et du coup, ça va permettre de mettre le doigt sur certains dysfonctionnements. Évidemment, comme tout outil, la mixité choisie, ça a des limites. Ça peut être assez essentialisant parce qu'on est réduit à une caractéristique et ça peut être assez responsabilisant parce que ça fait retomber aussi la charge sur enfin, un individu, quoi. Voilà pour ce qui est de la mixité choisie et je voulais terminer sur la place des émotions rapidement. Euh, donc, l'idée, c'est que aujourd'hui, le patriarcat et tous les autres systèmes de domination, en fait, ils font partie de nos intimités. Euh, et on a besoin, en fait, d'aller déconstruire et d'aller creuser dans nos intimités pour comprendre où sont ancrés ces systèmes de domination. Et pour ça, je crois qu'on a besoin de laisser de la place à nos besoins. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une personne qui n'a pas de besoin, c'est que la société lui est totalement adaptée. Alors que les personnes minorisées, bah, la société ne leur est pas adaptée. On dit souvent qu'on vit dans un monde qui est fait par et pour les hommes. Bon, je pense que ça a certaines limites comme affirmation, mais je caricature un peu. Euh, et donc, le fait pour exprimer ses besoins, on a besoin d'espace pour ça, de place, parce que si on n'a pas le temps de se dire comment ça va, comment on peut faire émerger nos besoins et nos émotions. Donc, pour ça, on peut s'appuyer sur des outils. Donc, vous connaissez sûrement la plupart, de faire des météos, donc de se dire un peu comment ça va en début de temps. Une déclusion, moi, ce que je mets derrière, c'est de se dire aussi comment ça va en fin de temps, de se faire un petit tour, de laisser un espace en mode comment je me suis sentie, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer pour la prochaine fois. Et de faire des temps spécifiques. Par exemple, si je fais partie d'un collectif, d'avoir des temps juste sur l'émotionnel. Donc, une fois par mois, je me retrouve avec mon collectif pour se dire bah, comment je vais au sein de mon collectif en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses qui me sont inconfortables? Est-ce qu'il y a des choses que je trouve chouettes? Et ça permet d'avoir des espaces pour se libérer et pouvoir un peu désamorcer aussi des potentielles tensions qui pourraient s'accumuler. Et la deuxième chose que je voulais présenter ici, c'était le fait de se faire accompagner, que ce soit à titre individuel, par de la supervision, par avoir des espaces, ne serait-ce qu'avec des amis, ou alors même avec des professionnels comme des thérapeutes, ou aussi se faire accompagner collectivement par des collectifs, que ce soit sur des questions de gestion de conflits, de gouvernance, d'oppression systémique, voilà, de faire appel à des personnes extérieures pour se faire accompagner. Et pour terminer, en fait, je voulais vous dire que travailler sur les questions de genre, sur les questions de soins, pour moi, ça demande du temps, ça demande de l'espace et ça demande de l'énergie. Et sans ces trois conditions réunies, c'est difficile d'avancer. Donc pour moi, à partir du moment où il y a ces trois principes, temps, espace, énergie, ça ne peut que s'améliorer au sein d'un collectif. Voilà, je vous remercie. Merci Tina. Il y avait une question de Sébastien dans le chat, juste pour vérifier si Ouais. ce besoin d'éclaircir la limite responsabilitant là, sur la responsabilité choisie, si elle est toujours d'actualité ou si avec ce que Tina a partagé, c'est plus clair. Non, je suis pas sûr d'avoir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'ai pas bien compris. J'ai compris la limite essentialisée, mais Ouais. j'ai pas compris enfin, de quoi il s'agissait la limite de se sentir responsable. Ou je comprends pas. Enfin voilà, je sais pas si tu peux juste préciser un peu. Yes, bien sûr, merci pour ta question. En fait, ça veut dire que ça retombe à la charge des personnes minorisées potentiellement d'organiser un temps entre personnes minorisées, de se dire comment ça va, de se dire les inconforts. Et en gros, c'est à elles d'exprimer leurs émotions sans qu'on vienne potentiellement leur demander dans un collectif mixte, par exemple. Voilà, c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair. Merci. Merci à toi. S'il n'y a plus de questions, Alice, c'est bon pour ce que tu as vu sur le chat. Oui, tout à fait. Yes. Merci. Ouais. Alors, vas-y, Thomas, si tu veux bien présenter ce que tu veux dire.
Merci, bonjour à chacune, chacun. Je suis ravi d'être avec vous et je reconnais plein de visages connus là, les vignettes. Donc, ravi de vous revoir à cette occasion-là. Alors, moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était principalement mon expérience en tant que formateur de facilitatrice et facilitateur, et donc de dire un petit peu ce que j'ai pu expérimenter au fil des années et de le partager avec vous. Alors, dans un premier temps, évidemment, comme je rappelle juste que moi, je me suis intéressé aux questions de sexisme, d'abord par mon vécu d'avoir subi de l'homophobie, et donc à un moment donné, par ce biais-là, je suis arrivé sur les questions de sexisme et de misogynie, progressivement, en m'acculturant, j'ai décidé de pouvoir faire la fresque de la diversité. Il y a plusieurs représentants, représentantes, fresquereuses, en l'occurrence là, dans les personnes qui participent. Donc merci à vous d'être là. Et donc, pour vous dire ce que j'ai testé, je vais vous donner quelques exemples comme ça dans mes différentes facilitations. Je démarre par exemple, lorsque je rencontre un collectif, avec un texte de bienvenue. Un texte de bienvenue, je vais vous donner quelques exemples de ce que je dis dans ce texte et dans le partage du support, il y aura un lien où vous pouvez retrouver ce texte et une vidéo, une courte vidéo dans laquelle je le présente. Mais en l'occurrence, dans ce texte-là, je peux dire quelque chose du style bienvenue si c'est votre première formation de ce type ou bienvenue si vous avez déjà été au contact de la facilitation d'intelligence collective auparavant. Bienvenue si vous êtes une femme, un homme ou bienvenue si vous ne vous désignez pas à travers ces catégories de genre. Bienvenue aussi, je prends un autre exemple, aux personnes qui sont 100% enthousiastes et heureuses d'être là et bienvenue si une partie d'entre vous aimerait être ailleurs. En fait, tout ça, ça permet à un moment donné de pouvoir marquer dès le démarrage d'un temps collectif le fait qu'il y ait de la diversité, qu'on ne se retrouve pas dans un monde normé où les projections que nous allons avoir sur les autres vont être normées. Pour moi, ça a été un texte qui a été extrêmement important parce que la première fois que je l'ai écouté, d'abord, j'ai eu les larmes aux yeux tellement j'ai été touché par ce texte-là en me disant si on me l'avait lu un mois dans une formation, qu'est-ce que ça m'aurait fait? Eh ben, ça m'a énormément ému. Et je me rends compte que à chaque fois que je le lis au début d'une formation ou d'une facilitation où je pense que c'est approprié de lire ce texte, dans ce cas-là, il y a obligatoirement à la pause des personnes qui vont venir vers moi et qui vont me dire, waouh, ça m'a mais tellement impacté en fait d'entendre. C'est une manière de se sentir vu, tout simplement, sans avoir besoin de décliner son identité. Et je trouve ça super qu'on l'ait fait en début de ce webinaire hein, avec le point de vue situé. Il y a plein de personnes pour qui le point de vue situé ne veut pas dire grand-chose, et donc du coup, au moins que ces personnes puissent se retrouver et se sentir vues à travers un texte. Euh, Ensuite, je suis moi à favoriser énormément le vocabulaire inclusif dans les espaces collectifs que je facilite et à inviter les personnes, quand je les entends utiliser du masculin neutre, à utiliser un vocabulaire inclusif. Lorsque je me retrouve avec un public qui est majoritairement féminin, je vais même proposer d'avoir du féminin neutre. Et donc, tout ça, en fait, pour moi, ce sont des expériences qui sont hyper intéressantes. Euh, la plupart du temps, j'avoue que j'emmène les hommes présents dans cette expérimentation-là sans trop leur demander leur avis, parce que je sais que sinon, on va partir sur un débat et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'ils puissent vivre ce que ça veut dire d'être à un moment donné invisibilisé dans le langage. Et donc, ça, c'est très intéressant de ce que ça peut provoquer et on s'en reparle souvent à la pause et les personnes ensuite se disent, ah oui, ah ok, c'est ça que ça veut dire être invisibilisé. Ok. Et j'ai eu la plupart du temps des réactions qui étaient très positives, beaucoup plus rarement des personnes qui s'étaient bloquées à travers ça. Voilà. Euh, J'avais aussi envie de vous parler du respect de la diversité des points de vue. Pour moi, c'est un point qui est extrêmement important que l'on va retrouver dans la bulle de confort, le cadre, le fonctionnement du collectif. Mais pour moi, c'est aussi un espace d'acculturation
à quelque chose qui n'est pas normatif et majoritaire, et de se dire, ah, tiens, peut-être que dans la soupe, il y a quelqu'un qui va avoir envie de mettre un ananas, puisque c'est la métaphore que moi j'utilise dans ce cas-là, et de ne pas être à dire, non, tes idées ne nous intéressent pas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, reprendre ton ananas et te taire? Et donc, l'idée là, c'est encore une fois de pouvoir acculturer, à sortir d'une forme de binarité, à comprendre que nous sommes dans des espaces de spectre et d'accueillir les personnes là où il ou elle se situe sur le spectre. Bien évidemment, dans tout ce qui est intelligence collective, on parle de la notion d'équivalence. C'est un concept, cela n'existe pas à proprement parler, mais on essaie de s'en rapprocher quand on fait de la facilitation. Et l'idée du coup, lorsqu'on parle d'équivalence, c'est de pouvoir aussi challenger, et il y a des choses qui ont été dites bien évidemment par Johan et Tina tout à l'heure, mais de challenger les asymétries auxquelles nous nous sommes habitués. Notamment que dans un groupe, les hommes vont prendre davantage la parole, qu'ils vont davantage interrompre les femmes, etc. On s'est habitué à ces formes d'asymétrie, et l'idée, c'est de les challenger à travers ce concept d'équivalence. Moi, j'en profite souvent pour faire le lien ou de faire des parallèles et de dire, tiens, mais si on faisait, si on reproduisait cette situation-là avec des personnes blanches et des personnes noires. Si on reproduisait cela avec des personnes LGBT et des personnes hétéros, etc. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné faire comprendre que les asymétries sont très très fortes dans un collectif et est-ce qu'on peut les nommer à un moment donné? Ça peut être aussi sur des choses un petit peu plus soft à nommer du style ben, regardez un peu la différenciation qui se fait entre senior, junior, expert, novice. Et là, l'équivalence, elle est très, très, très rare, en fait, lorsque l'on a ces différentes typologies. Ben, est-ce qu'on peut aussi le voir sur les questions de genre et sur d'autres questions ayant trait aux minorités? Est-ce que tu peux, Johan? Merci. Alors, une chose qui pour moi est aussi extrêmement importante, c'est de pouvoir refuser certains mots. Des mots qui sont de l'ordre du sexisme ordinaire, feignasse, blonde, qui sont évidemment au féminin, même si c'est adressé à un homme. Des mots du type PD, enculé et autres, que moi j'ai pu entendre dans des formations et donc, ou dans des facilitations. Et donc, je vous donne un exemple. J'ai fait il y a 2 ans une formation où des personnes étaient vraiment euh, très agréables à parler, y compris à un moment donné, il y avait des personnes qui s'étaient un peu spécialisées dans l'entreprise sur les questions de genre. Ces échanges-là étaient tout à fait normaux et tout à coup, il y a une personne, un homme en l'occurrence, qui dit en parlant d'une autre personne qui n'était pas dans la pièce, ah oui, l'autre PD, machin, etc. Et il le disait avec un grand sourire et tout le monde s'est esclaffé autour. Et donc là, tout de suite, j'ai arrêté et j'ai dit, attends, on va juste s'arrêter sur ce mot-là, parce que ce mot-là, c'est une insulte homophobe. Et là, tout de suite, waouh, la réaction du groupe a été, waouh, mais attends, là, c'est complètement disproportionné ce que tu dis par rapport à ce que nous avons vécu nous. Et je dis oui, parce que vous, en fait, vous avez suivi une forme de banalisation de ce mot-là, parce que vous n'avez jamais été concerné par ce mot-là. Moi, à chaque fois que j'entends ce mot-là, cela me ramène à mon enfance, à mon adolescence, lorsque ce mot-là était utilisé pour m'insulter. Il y a des moments où j'étais en plus poussé, chahuté, etc., exclu. Et donc, ce mot-là n'a évidemment pas le même impact sur moi que sur vous. Mais là, moi, je vous arrête parce que je suis en posture de pouvoir vous arrêter, mais imaginez des personnes qui vivent la même chose que moi et qui n'ont pas cette possibilité-là, ou qui n'ont pas envie de nommer leur homosexualité, etc. Et donc, je dis, ces choses-là, c'est très, très, très important de faire attention à ça. Euh, J'utilise aussi beaucoup les temps de pause pour faire de la pédagogie, parce que c'est vrai que ces sujets me passionnent. Et puis, quand je vois qu'il y a des gens qui pétillent un peu là-dessus, et ben, tout de suite, on va aller en parler. Et les gens qui sont à côté à la pause vont souvent venir se dire, tiens, de quoi on parle? Mais c'est quoi ce sujet? Donc, moi, j'utilise beaucoup le Gender-Bread Person, donc, qui permet de faire la différenciation entre sexe biologique, orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre. Et puis, je parle aussi de la roue des privilèges.
Je les ai toujours sur moi, ce qui fait que si à un moment donné, ils ne comprennent pas de quoi je parle, hop, je sors ma feuille, je dis, tiens, mais regarde, voilà comment ça se passe, etc. Et de revenir sur cette notion de spectre. Euh, avant de passer à l'anecdote que j'avais envie de partager avec vous, j'ai envie de vous dire aussi qu'on peut utiliser, souvent dans la facilitation, on va utiliser un rôle qui va être le rôle méta, qui va être donné à un membre du groupe ou qui va être utilisé par un co-facilitateur, une co-facilitatrice. Eh bien, ce rôle méta, il peut aussi être appliqué aux questions de genre, hein. Et ça, c'est quand même très important de pouvoir, lorsque l'on désigne la personne qui va être méta, généralement, moi, ce que je fais, c'est, tiens, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans la méta? Il y a quelques idées qui fusent. Et puis moi, je dis généralement, tiens, mais on pourrait aussi ajouter un regard méta sur la répartition des temps de parole, le poids de la parole de certaines personnes, les interruptions, etc. Enfin, tout ça, ça peut être quelque chose qu'on peut rajouter. Euh, L'anecdote, il se trouve qu'il y a quelques années, je suis allé faire une fresque de la diversité dans une école de business et j'étais en jupe et j'avais quelques ongles qui étaient vernis et j'ai voulu en fait comme ça tester qu'est-ce que ça pouvait faire dans cet environnement-là avec des personnes qui sont quand même génération Z, donc qui de mon point de vue, pouvaient être relativement ouvertes à voir un homme en jupe et avec les ongles vernis. Et en l'occurrence, j'ai eu des regards extrêmement conservateurs, des chuchotements, des petits rires, des trucs, etc., quand je passais dans les couloirs ou dans la cour. Et donc, c'était très intéressant pour moi de vivre cette situation-là et de me dire, waouh, en fait, ça n'a. D'abord, c'est évidemment pas générationnel. Les générations nouvelles ne sont pas forcément elles peuvent avoir connaissance de certains sujets, mais pas forcément avoir un regard positif dessus. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aussi challenger sa propre perception. Moi, souvent, quand je suis avec un groupe plus jeune, j'assume que ces personnes-là vont aller plutôt dans une certaine direction et ce n'est qu'une projection personnelle. Et je voulais juste la nommer pour être vigilant. J'ai parlé. Yes, merci. Tu avais une question, Thomas. Audrey qui dit que ça l'intéresse de savoir comment tu invites les personnes à utiliser du vocabulaire inclusif. Alors, je l'utilise dès le démarrage en disant, par exemple, je vais parler de contributrice ou de facilitatrice ou de formatrice. Et je dis, vous voyez ça, par exemple, c'est un vocabulaire inclusif, mais vous auriez très bien pu dire facilitateur, facilitatrice. Ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser soit les deux, soit le vocabulaire inclusif, soit utiliser une autre formulation si vous êtes plus à l'aise pour dire les personnes qui sont en train de faire la facilitation. Je caricature, mais l'idée, c'est de trouver un moyen, à un moment donné, de mettre tout le monde dedans. Et ce dont je me rends compte, c'est que généralement, au bout de la deuxième journée, si ce sont des personnes que j'ai suffisamment longtemps, au bout de la deuxième journée, ces personnes-là commencent à utiliser le vocabulaire inclusif. Donc, par capillarité, quand même, ça passe. Yes, merci. Et Alexia qui dit on peut utiliser le neutre facilitatif. C'est ça, hein, Alexia? Oui, alors, non, comme je m'exprime, je vais mettre ma caméra. Là, pardon. Oui, en fait, c'est une initiative que je vois beaucoup dans les milieux non binaires, d'inviter à utiliser de nouvelles déclinaisons. Et souvent, c'est le i qui est utilisé à la place du euris, qui a l'avantage d'inclure les femmes, mais qui a le désavantage de continuer à perpétuer la binarité de genre. Voilà. Yes, Et là-dessus, c'est vrai que bon, moi, en fonction des milieux que j'adresse, facilitatrice, c'est déjà un premier pas. Si je dis facilitatif, je vais perdre tout le monde et c'est aussi doser jusqu'où on va. Mais voilà, dans certains milieux qui sont plus avertis, je trouve que ça peut être sympa d'utiliser le neutre. Et puis ça peut, souvent les réactions qui sont du genre ah oui, mais ces mots-là, ils n'existent pas. J'ai bah oui, mais les mots qu'on utilise aussi n'existaient pas il y a 500 ans. Le langage évolue. On vient du latin qui a plein de déclinaisons. On pourrait très bien réintroduire du neutre. Enfin, en tout cas, ça a l'avantage de. J'ai bien aimé ce que disait Thomas, mais ça a l'avantage de faire percuter les esprits, de sentir et d'ouvrir des possibles, des portes possibles. yes, Plaisir. merci. Merci de m'avoir donné la parole. Neven qui dit facilitateur, Mar aussi. Et il y a deux questions très rapidement, Thomas. Solène n'a pas compris comment tu fais des postes pédagogiques avec la roue des privilèges. C'est des outils que tu utilises pour des temps méta, c'est ça? Non, c'est quand on fait la pause café, enfin, c'est plus les temps
de repos ou de déjeuner ou autre, où moi, très naturellement, je vais aller sur ces sujets-là et écouter comment les personnes se comportent autour de ça. Et puis, je leur sors un outil ou deux. Voilà, c'est plus comme ça. Et puis, est-ce que je vais jusqu'à proportionner les temps de parole? Moi, ce qui m'intéresse dans le temps méta, c'est que c'est pas la mesure, c'est l'identification d'une asymétrie. C'est plus ça qui m'intéresse. Yes, merci. Bon, je vais enchaîner de mon côté. C'est des choses que je vais aborder, mais peut-être avec un prisme différent. Du coup, moi, ce que je fais dans les groupes dans lesquels je suis, où souvent on est je dirais, en gouvernance partagée, on expérimente de la coopération, ou des fois en animation de séminaire ou en événement, où on est là pour travailler la coopération. Je vais souvent essayer de faire en sorte que des participants participantes soient en posture d'observation du groupe. L'idée, c'est que je propose des fiches pour regarder en fait comment on peut faire des observations. Soit moi je vais observer comment je me trouve dans les temps collectifs, avec la fiche méta qui est à gauche, comment le temps a été géré, comment les prises de parole ont été faites, est-ce que j'ai tenu mon rôle quand on est en gouvernance partagée, est-ce que j'ai participé comme je voulais. Ça permet en fait de se poser des questions sur soi et sur le groupe. Et ensuite, là j'ai pris un exemple de fiche sur un collectif d'artistes que j'ai accompagné pendant 4 jours sur une rencontre. Et j'ai proposé des façons d'observer. Donc, est-ce que le cadre a été respecté? Pourquoi il n'a pas été respecté? Comment on fait avec la gestion du temps? Quel est est-ce qu'on a été efficace? Est-ce que non, on a justement pris du temps? Ça dit de quoi? Qu'est-ce que ça a permis? Est-ce que des émotions ont été partagées, exprimées? Qu'est-ce que ça a généré derrière? Est-ce que ça nous a permis de prendre des décisions, d'avancer, de pivoter? Comment on peut regarder nos rapports sociaux, la prise de parole entre hommes et femmes, entre personnes racisées et personnes blanches, ainsi de suite. Donc ça, c'est des prismes de lecture que je propose pour qu'en fait, ce soit pas moi qui impose mon prisme, mais plutôt que ce soit eux qui ont envie d'essayer et d'apprendre des choses ensemble. Quand vraiment le groupe a envie d'apprendre ensemble et qu'en fait, ils sont, je dirais, plutôt en auto-organisation, en autogestion, voilà. Je vais proposer ça. Après, moi, personnellement, dans certains groupes, j'ai une application que j'ai créée qui permet de faire le comptage de la parole entre hommes et femmes. J'ai pas encore mis les personnes non binaires. Après, je prends pas en compte le genre, en fait, que les gens se revendiquent, en tout cas, leur identité de genre. Donc, ça a des limites. Mais des fois, je le fais. Et en fait, là, il y a quelques exemples de comment on peut regarder la parole. Donc, qui prend la parole entre les hommes et les femmes, qui la monopolise, qui interrompt, qui est interrompu. On a plein de façons de voir. Est-ce qu'en AG, les choses sont différentes que dans une commission, dans une réunion, au cercle d'ancrage nous qu'on a ou au conseil d'administration? Voilà, ça peut être intéressant de regarder ça. Moi, quand je le fais, le but, c'est pas de stigmatiser, de dire on est mauvais, on est bon, mais quand même, c'est pour montrer au groupe que souvent on est moi, je suis souvent dans des groupes avec une majorité de femmes et qu'en fait, les hommes prennent souvent plus de la moitié de la parole. Du coup, ce qui n'est pas équitable. Et je leur dis souvent, en fait, si vous voulez que d'autres personnes parlent, faites le silence, ce que disait Tina aussi, apprendre à se taire. Et aussi, si on veut que des personnes parlent, il faut aussi ouais, j'allais dire perdre du pouvoir, perdre de la parole, quoi. C'est du temps. Il y a ça, donc là, c'est l'exemple de l'application. Si vous avez envie d'utiliser cette appli, elle est encore en test. Laissez-moi votre mail à un moment donné. Parce que comme ça que ça peut marcher, je ne l'ai pas publié encore sur les stores. Donc voilà, ça permet de voir qui prend la parole, qui interrompt qui dans des réunions. Après, j'ai envie de partager un outil que nous, on a utilisé pendant le diplôme universitaire que j'ai fait sur l'intelligence collective à Cergy. En fait, on était deux groupes. Un groupe ça fait un petit moment qu'ils travaillent ensemble, il va se mettre au centre et il va partager sur les avancées de son projet. L'autre groupe, il va être autour, il va juste regarder et prendre des notes essayer de prendre des notes sur ce que voit pas le groupe, ce que moi je vois mais que le groupe ne voit pas. Ensuite, le groupe qui va observer va prendre du temps pour se synchroniser, qu'est-ce qu'ils vont nous partager au groupe A, le groupe qui a travaillé sur le projet. Et ensuite, il y a le retour. Et nous, sur le retour, le groupe nous avait dit, en fait, quand quelqu'un prend la parole, quand cette personne prend la parole, en fait, soit les gens sont sur leur téléphone, soit la regardent pas. Et ce qui est étonnant, c'est que la personne qui prend la parole essaie de vous trouver du regard. Et ils nous ont juste dit ça et on leur a dit, mais allez-y, dites qui, parce que sinon on peut pas avancer. Nous, on se sent qu'on peut pas avancer si vous nommez pas. On était prêts à être nommés.
Et en fait, ils ont dit, ben, par exemple, Yoann, quand tu prends la parole, tu crées des discussions derrière. En fait, les gens t'écoutent. Par contre, quand cette personne-là prend la parole, vous la regardez pas et vous faites autre chose. Et du coup, ça faisait écho à ce qu'on vivait dans le groupe et qu'on n'arrivait pas à nommer que cette personne, elle se sentait pas légitime par rapport à nous. Et au moment où on a dit ça, on s'est un peu regardé, on s'est dit putain, c'est super intéressant. En fait, on la légitimait pas et il pouvait pas se sentir légitime, c'était logique. Enfin, non, c'était un peu, je dirais, de la systémie, mais. Et du coup, à ce moment-là, on rigolait, en fait, on se faisait, quand elle parlait, on se disait, on se faisait ça avec les yeux, je te regarde, ça y est, je te regarde. Mais c'était un peu rigolo. Mais en fait, c'était pour dire qu'on comprend aussi, et ça a bien marché parce que je trouve qu'au fur et à mesure, en fait, elle a pris son pouvoir et en fait, elle s'est carrément déployée. Donc, c'est des façons aussi de se dire que moi, je peux pas tout voir, et en fait, ce sont d'autres personnes qui peuvent nous challenger sur ça et nous faire vachement évoluer. Donc ça, j'ai trouvé vachement intéressant. Le titre, c'était Design for Wiser Action, avec mon accent anglais, mais quand je vais sur Internet, je trouve que c'est pas ça le processus. Donc là, on a mis le processus si vous avez envie de le savoir, et je sais qu'il y a d'autres personnes du diplôme universitaire qui pourront vous le partager aussi. Après, moi, j'aime bien mettre des rôles dans les groupes dans lesquels je suis. Le rôle oreille attentive, donc c'est des personnes qui sont là tout simplement pour écouter ce que les gens ont à leur dire au niveau émotionnel. Euh, on fait un événement et en fait les gens des fois émotionnellement ils arrivent un peu en vrac et du coup c'est ok, ça fait pas partie du temps d'événement, mais c'est ok d'avoir des gens qui en fait sont là pour écouter ce que t'as vécu, ce que t'as vécu avant, ce que tu peux déposer. Les gens font juste ça de l'écoute. Après dans ces événements on est beaucoup, on est nombreux nombreuses, on fait ce que j'appelle un check émotionnel. Je pense à d'autres noms dans d'autres milieux, mais en gros c'est pour que chacun se pose la question de comment je vais vraiment sans le montrer forcément aux autres. Le process, c'est on se met en cercle, on ferme tous les yeux, toutes et toutes les yeux. On va checker un peu comment on se situe niveau émotionnel. On va tous lever la main, toutes et tous lever la main. Et ceux qui se sentent bien, je vais les inviter à baisser la main. Et celles et ceux qui se sentent moins bien, qui ont des difficultés émotionnelles, à garder la main levée, de se réfléchir à qu'est-ce que ces personnes-là peuvent mettre en place pour aller mieux, mais aussi pour les oreilles attentives de voir qui en fait est en difficulté et peut-être, pas certainement, enfin pas certain, c'est pas obligatoire, mais être vigilant sur est-ce que cette personne a besoin d'écoute. Pas y aller direct, est-ce que tu as besoin d'écoute, t'es pas bien et tout, c'est problématique ça aussi, mais d'avoir cette vigilance-là. Et ensuite, tout le monde ouvre les yeux. Comme ça, le groupe ne sait pas qui va bien, qui va pas bien, et c'est assez personnel en fait, mais ça nous permet de se poser la question régulièrement. Donc voilà, il y a ça. Et après, d'avoir des espaces safe ou safer, donc de plus en plus en sécurité, pour des personnes qui ont besoin d'être seules, qui ont besoin d'avoir un espace où ils se sentent en sécurité et bien, en confort. Donc on imagine une tente, on peut imaginer une salle qui va être, nous, qu'on colorie beaucoup, enfin qu'on met beaucoup de livres, de couleurs, de tissus, des coloriages. On va mettre des trucs pour la créativité aussi. C'est un espace où en fait il n'y a pas spécialement de dialogue, de discussion, c'est juste pour se retrouver avec soi-même en silence. On aime bien faire ce genre d'espace. Et après je vais arrêter parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais Mhm. sur la présentation je vous laisserai tout ça, mais il y a les façons de distribuer la parole qui peuvent être intéressantes, d'avoir des listes, double listes. J'ai mis les liens pour vous expliquer ce que c'est. Et après, notion de pouvoir selon Starrock, qui est, je trouve vachement intéressante. Et quand on se pose la question de ce pouvoir social, donc comment on est écouté chacun et chacune en fonction de nos privilèges ou de notre expérience, comment on peut, dans nos groupes, se mettre des règles pour que ça fonctionne bien. Par exemple, comment on peut fixer un nombre maximum de rôles pour des personnes, comment on rend visible des rôles qui sont moins importants, qui sont plus importants, comment on fait une rotation des rôles, voilà, tout ça, ça peut être des éléments importants à travailler ensemble. Merci, Et Johan. Et eh bien, nous allons terminer avec la captation graphique d'Elnor. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à interagir sur le site avec l'Université du Nou, on fera le relais. Et je vous mets l'article sur le sujet directement. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, je vous partage mes notes graphiques. Alors, un petit instant. Hum,
Très dense, je vais les réorganiser un peu. Oui, il y a beaucoup d'informations. Eh bien, bravo pour cette captation. Effectivement, c'était hyper dense. Bravo d'avoir réussi à capter ça. C'est vraiment à chaque fois extraordinaire. Merci à Eh bien, vous. voilà une chouette synthèse. Un grand merci pour votre participation, Tina, Thomas, Johan, et puis toutes et tous. Et alors, merci pour cette magnifique facilitation graphique. C'était vraiment chouette. Merci aussi pour vos interactions dans le chat, même si on était contraint par le temps. Forcément, ça soulève encore plein de questions. Ça va cogiter encore, j'imagine. Et peut-être que vous pouvez nous laisser un petit mot dans le chat avec quoi vous repartez. Et on va se quitter là-dessus. Merci et très belle journée à toutes et tous et bonne facilitation avec ces nouveaux éléments dans votre besace. Super, on voit que ça nourrit. Donc, vous retrouvez sur le blog, on mettra les éléments de partage, les documents, et le replay est valable sur une période d'un mois, je crois, maximum, quelque chose comme ça. Voilà. Merci, bonne continuation. Bye bye. Vous pouvez rouvrir vos micros hein, si vous voulez dire au revoir. Ça fait toujours bizarre ce silence. Au revoir! C'est hyper dur de lire ce qui est sur le chat, ça défile trop vite. Je sais pas. Super. Ouais, c'est super. Merci du courage de tous. Ouais, Mm. vraiment. Ouais, il faut du courage. Merci beaucoup. Tous et toutes, oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir. On avance. Ouais, c'est chouette. Et on retrouvera aussi la FG qu'on mettra aussi sur l'article. Bye bye. Est-ce que vous voulez qu'on coupe la réunion et qu'on se reconnecte pour un petit temps de débrief? Oui, on peut faire ça. Je peux aussi déconnecter les Ah personnes ouais, où ok. c'est à la fin. Voilà, nous, ça nous facilite. En général, tout le monde part facilement, mais je vais faire ça comme ça. Hop, bye bye à tout le monde. Ah, je viens de voir Romain Et puis, rapidement. je garde voilà, l'équipe. Ouais, Il je est vous laisse. là. C'était juste pour Salut faire un Romain. coucou à des gens que j'ai pas Ok, vus depuis Romain, longtemps. si tu veux rester, tu peux. Hein. Non, Ça non, non, marche. c'est juste pour faire un petit coucou à Thomas et puis à Laure, que j'ai pas vu depuis Ça un bail. marche. Donc, Ouais, un ça fait bisou. plaisir. Ciao, C'est ciao. Salut. chouette. Bye bye. Donc, Bye. Cécile, Louise et Catherine, je vous déconnecte. Bonne fin de journée. Hop, et voilà. Ah non, alors en fait, si je la déconnecte, c'est pas bon, c'est tout. Ok. C'est bon. Faut que tu arrêtes l'enregistrement peut-être. Ah Il est oui. encore Oui. en cours.
Tout à fait, merci.